Alors, d'abord, on voudrait remercier les intervenants qui ont accepté de monter sur scène. Alors, sur scène, tout est relatif, hein, mais de venir en face de vous exposer quelque chose. Le premier intervenant, ce sera Alain Figuère de Diam Bouchage. Alors, on est ici au cœur d'une région viticole. Et Diam Bouchage fabrique, non pas ici, mais plus du côté de Perpignan, ainsi qu'en Espagne ou au Portugal, c'est ça, des bouchons en liège, qui sont des produits en fait très technologiques. Ça a l'air simple comme ça, mais si j'ai bien compris, c'est quand même très technologique. Et c'est pas si simple à gérer, la supply chain du bouchon. Donc en fait, vous allez nous expliquer ça et on va voir un peu qu'est-ce que ça veut dire une transformation demand-driven pour Diam Bouchage. Okay, sur plusieurs sites, sur des choses un petit peu compliquées. On aura ensuite comme présentation, comme intervenant, en début d'après-midi, Luca Cicciello de Hutchinson. Donc, Luca n'est pas avec nous parce qu'il est aux US cette semaine, malheureusement. Donc, on l'aura à distance. On fait des duplex par satellite, ou non, par câble sous-marin. Mais on aura Luca tout à l'heure en début d'après-midi, je me souviens plus exactement de l'horaire. Luca est en charge de la supply chain Hutchinson dans son ensemble, à la fois les sites automobiles et les sites Aerospace Defense Industry. Ils sont dans une démarche de déploiement de DDMRP. On aura un témoignage d'un premier site et puis Luca nous expliquera un petit peu où est-ce qu'ils veulent aller. Nous aurons ensuite, dans l'après-midi, Hassan Ayoun, qui est au Maroc, qui ne s'est pas non plus déplacé aujourd'hui, mais il a mené un projet, il va témoigner d'un projet avec Caroline Mondon, qui a accompagné Hassan dans le déploiement du projet, au moins au démarrage. Et Hassan et Caroline vont à la fois nous parler de quel a été le projet, quels sont les résultats, d'un point de vue organisationnel, processus, technique, etc. Mais ils vont faire un focus plus particulier sur le côté humain, parce que c'est pas tout d'avoir des buffers de stock, des buffers de temps, des buffers de capacité. Si vous n'avez pas les compétences qui vont bien aux endroits qu'il faut, vous allez peut-être avoir des difficultés. C'est ça un peu le message, Caroline? Ok. Donc, ils nous expliqueront un petit peu tout ça et nous expliqueront ce que pratiquement ils ont fait chez Ingelec au Maroc. Nous aurons d'autres conférences entre-temps et ensuite Charles-Antoine de Peugeot Saveur témoignera alors du parcours Demand Driven de Peugeot Saveur. Et c'est un parcours avec des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que Peugeot Saveur, c'était sans doute un des premiers projets qu'on a mis en place en France il y a 7 ans. Donc 7 ans, c'est l'âge de raison, peut-être. Mais en 7 ans, dans une entreprise, il se passe plein de choses. Les patrons changent, les supply chain managers changent. À un moment, il n'y en a plus de supply chain manager. On change le système ERP. Enfin, tout ce qui fait la beauté de la vie d'une entreprise en 7 ans. Si vous regardez chacune de vos entreprises, ce qui s'est passé dans les 7 dernières années, il y a sans doute eu un certain nombre d'événements comme ça. Et comment est-ce que tout ça, ça vit? Et comment est-ce que le modèle s'adapte, évolue? Comment est-ce qu'on de temps en temps perd le contrôle, reprend le contrôle? Je pense que ça sera intéressant de voir ce témoignage-là de la part de Charles-Antoine. Et à la fin de la journée, je crois qu'il y a des participants ici. Alors, certains ne sont pas encore arrivés. Féti et Alice de Maco-Pharma arriveront dans la demi-heure qui vient, si tout se passe bien, par rapport à leur plan de déplacement. Mais nous aurons une table ronde à laquelle participeront Nicolas de Michelin. Donc, Nicolas, ça fait combien de temps que tu travailles sur les sujets DD? 4-5 ans. Sur une cinquantaine d'usines, un truc comme ça. Donc, avec des choses qui marchent bien, etc. Donc, on va parler un petit peu de ce qui marche pas.
Mako Pharma, donc, qui a déployé sur l'ensemble de leur réseau. C'est intéressant parce qu'il y a de la distribution, des appros, de la prod, avec 3 sites de production, des flux croisés entre 3 sites, etc. Donc, on verra aussi un petit peu leur parcours. Et Figeac Aero, je pense qu'on a quelques personnes de Figeac Aero dans la salle, si je ne m'abuse. Donc, qui partageront aussi leur expérience. Donc, l'objectif, c'est une table ronde. On va poser des questions, à la fois à distance et sur site. Et puis, on essaiera d'en tirer quelques enseignements qui pourraient être utiles pour d'autres entreprises qui se sont lancées, qui vont se lancer, etc. OK pour le programme de la journée. Demain, on va dans l'atelier, dans l'arrière-boutique. Donc, demain matin, nous aurons des ateliers. Alors, malheureusement, on va pas pouvoir assurer un accès à distance parce qu'on s'est dit que ça allait être un peu trop compliqué dans l'organisation de pouvoir à la fois avoir des ateliers où on va interagir et puis débattre sur site tout en ayant des gens qui puissent intervenir à distance. Donc, les ateliers eux-mêmes seront seulement en local. Et puis ensuite, on débriefera avec les participants à distance. Je voudrais remercier l'équipe organisatrice. Donc, il y a beaucoup de stress. Il y a eu quelques stress dans ces derniers jours, on ne va pas se mentir. Et il va continuer à y avoir du stress jusqu'à demain 15h, un truc comme ça. Donc, merci à Victorine, Jean-Baptiste, Charlotte, Thomas, Nicole, Jonathan, Isabelle, Cécile. Les uns et les autres ont participé à l'organisation de cet événement. Et donc, merci à vous tous. Et s'il y a des trucs qui marchent pas très bien, c'est pas très grave, on fait ça à la bonne franquette. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Super. Du coup, on vous remet ça parce que là, il y a un sondage qui arrive. Donc, on vous laisse le temps soit de vous connecter sur la plateforme et de rentrer le code 960 648, soit de scanner ce QR code qui devrait vous amener directement sur l'événement. Donc, c'est là qu'on voit les gens qui font ça à l'ancienne et qui rentrent, qui saisissent les nombres et les gens qui scannent. Vous pouvez aussi, et vous êtes invités cordialement à le faire à distance, de manière à pouvoir tester que la fonctionnalité de sondage, les questions, tout ça, ça se passe bien. Est-ce qu'on est prêt? Non, alors Bastien n'est pas prêt parce que l'interface c'est pas fini. C'est ça? On est d'accord, on dénonce pas. Hein. Ok, donc juste pour savoir d'où vous venez et où est-ce que vous en êtes dans le sujet, que vous soyez sur site ou à distance, on a lancé un petit sondage que vous devriez retrouver sur la plateforme Slido si tout se passe bien. Et vous pouvez répondre sur où en êtes-vous vous-même. Soit vous pratiquez des DMRP avec des DTEC, c'est une bonne idée. Soit vous ne pratiquez pas et vous voulez en savoir plus. Soit vous pratiquez des DMRP avec d'autres solutions. Ouais, c'est bien, c'est un peu moins bien, mais c'est bien. OK. Bon, c'est quasi 50-50, OK. Donc, probablement dans la salle, on a un peu plus de praticiens que à distance, mais on a dans l'audience d'aujourd'hui des participants, d'une part, qui ont une certaine pratique, veulent approfondir cette pratique, veulent enrichir leur modèle, etc. Oula, de plus en plus qui pratiquent des DMRP avec d'autres solutions. Est-ce qu'on a les noms? Ou est-ce que c'est anonyme? Ok, ça marche. Donc, on va essayer à la fois d'apporter des éléments à ceux qui pratiquent et à ceux qui ne pratiquent pas au fil de cette journée. Alors, je pense que quand on passe au slide suivant, ça doit clôturer le sondage. J'en suis pas sûr. Deuxième point, alors on avait fait un petit test, mais
C'était, dites-nous en 1 à 3 mots, hein, essayez d'être concis. Si vous mettez 4 mots ou 5 mots, on ne vous dénoncera pas. Mais quelles sont, vous, vos attentes pour cette conférence aujourd'hui et demain, pour ceux qui participent aujourd'hui ou demain? Donc, vous devez avoir la possibilité de saisir quelque chose sur votre téléphone. C'est le cas? Super. Qu'est-ce que c'est moderne? Retour d'expérience, expérience cas concret, best practice, découvrir les avantages, mieux ressentir l'intérêt, DDSNOP, c'est quoi ce truc? Échanger, réseauter, benchmark, retour d'expérience, outils DDMRP au pluriel. Pourquoi au pluriel? Ok. Donc, échanger, et puis il y a quand même des sujets autour de DDSNOP, SNOP Manufacturing, où là, on sent que peut-être les trucs sont pas encore complètement mûrs dans nos pratiques aujourd'hui. OK. Merci beaucoup. On reviendra là-dessus à la fin des sessions demain pour voir un petit peu où on en est. Merci beaucoup pour vos retours. Alors, quelques petits points génériques et parmi les points que je vais aborder, il y en a certains qui sont évidents, je pense, pour vous tous. Dans la conférence que l'on avait réalisée en 2021, on se disait à l'époque, oh là là, on sort quand même d'une situation qui est vraiment particulière. Hein. On sort d'un Covid avec des problèmes. Alors vous vous souvenez, il y avait aussi un petit chalut qui s'était mis en travers là dans le canal. Donc il y a pas mal de choses qui s'étaient passées. On se disait, on est sorti d'une période de folie, mais ça va aller mieux. On est d'accord. Avant ça, on s'était dit bon, et on avait rappelé ça quand même à l'époque. On avait rappelé que ouais, mais quand même avant, on avait eu des événements un peu particuliers, quoi. L'élection de Trump, le Brexit, etc. Ça nous avait quand même un peu chahuté et parfois posé quelques problèmes en matière de supply chain. On est d'accord? Et on s'était dit l'année dernière, mais j'avais récupéré une paire d'indicateurs qui sont disponibles sur le web, où on se disait, il y a des index, il y a des gens qui ont mis en chiffres l'incertitude. Et il y a notamment quelque chose, si vous googlez World Uncertainty Index, vous allez avoir un indicateur qui évolue au fil du temps et où les gens évaluent est-ce que l'incertitude augmente ou diminue. Et ce que l'on regarde, si on regarde sur les 10 dernières années, l'incertitude progressivement continue à augmenter. Alors, j'ai eu la curiosité de regarder le World Uncertainty Index il y a quelques jours pour voir où ça en était. Et en fait, ça retombait. L'incertitude était en train de retomber. Mais j'ai regardé quelles étaient les dates de dernière évaluation. Et c'était avant le confinement de Shanghai et avant la guerre en Ukraine. Donc, en fait, je ne sais pas. D'accord? Mais ce qu'on voit sur le long terme, c'est que l'incertitude augmente et que il y a un phénomène de fond de ce côté-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, on va vous faire un petit sondage sur le sujet, mais voilà, il y a quand même des problèmes sur des matières premières. Il y a des gens qui ont des problèmes sur des matières premières à l'heure actuelle ou... Oui, un petit peu. Un petit peu. Il y a encore des problèmes un peu sur le transport. Un petit peu, ouais. Il y a des problèmes. Il y a quelqu'un dans l'électronique là? Non, pas dans la salle aujourd'hui. Il y a un peu de problèmes sur des composants. Donc Shanghai, ça, il se passe rien. Hein, les bateaux attendent. Ok. Et puis il y a une petite guerre en Europe, en Ukraine. Ok. Je ne veux pas vous influencer, mais voilà. Est-ce que c'est clair pour vous comment ça va se développer dans les mois à venir là?
entre apocalypse nucléaire et réchauffement climatique où on atteint les limites humaines, on ne sait pas trop, on est d'accord? On va faire juste un petit sondage. Alors, forcément, je vous ai un peu influencé, hein. Allez, encore un effort. C'est vachement manipulatoire, ce truc-là. De toute manière, il va bien falloir faire avec, hein, parce que oui, l'incertitude, elle est là. De temps en temps, ça ralentit, et de temps en temps, ça augmente, mais bien, il faut organiser nos supply chains et nos processus de manière à pouvoir faire avec l'incertitude. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Hop. Alors, quelques conséquences. Nicolas sera d'accord avec moi. Alors, Nicolas Comard, que peut-être certains d'entre vous connaissent, est PDG de Colibri. Colibri est une solution de prévision de vente. OK? On ne se moque pas, c'est une bonne solution. D'accord? Mais quels que soient les efforts que vous allez mettre dans un processus de prévision et quelle que soit la technologie que vous déployez, et c'est bien d'avoir une bonne collaboration pour capter les informations au bon moment, il n'empêche que la réalité de la demande va différer des prévisions. Et ça, structurellement, c'est quelque chose qui continuera d'évoluer dans ce sens-là. On a structurellement des difficultés et on aura structurellement des difficultés là-dessus. Pourquoi? Parce que qui peut prévoir ce qui se passe dans la tête de Poutine, par exemple? On est d'accord? Nicolas, tu es d'accord? OK. Ce qui veut dire qu'il faut de l'agilité. Mais l'agilité, ça veut dire prendre des décisions le plus tard possible. Ce qui est un peu antinomique. C'est pas ce à quoi on a été élevé, biberonné. Si on est dans la supply chain, on est là pour anticiper, pour prévoir, pour définir charge, capacité dans quelques mois, etc. Mais en réalité, les décisions fermes, on doit les prendre le plus tard possible si on veut prendre les meilleures décisions possibles en fonction de la réelle demande. Et c'est pas quelque chose qui est naturel. Ça demande aussi de la part des planificateurs un lâcher prise et des évolutions dans les modes de pensée et dans les modes de fonctionnement. On a des ressources. À l'heure actuelle, il y a des ressources qui sont contraintes. Ça peut être des ressources de production, des moyens de production, ça peut être des ressources matières. Donc, toute la question, c'est comment je fais pour arriver à allouer mes ressources aux bonnes priorités. Et puis, dans un monde qui évolue rapidement et où on a de l'agilité, ça veut dire qu'on a besoin de prendre des décisions rapides. Et comment est-ce qu'on prend des décisions rapides? On se dit, il y a deux options pour prendre des décisions rapides. D'une part, que les décisions à prendre soient le plus évidentes possible. Alors, on va parler d'intuit-flow. Dans intuit-flow, il y a intuition. Donc, l'intuition, ça ne veut pas dire je prends une décision au doigt mouillé. Ça veut dire j'ai les infos, la visibilité la plus claire de manière à ce que la décision à prendre soit limpide et que je puisse la prendre du coup rapidement. Mais il y a un deuxième aspect aussi pour pouvoir faire des choses rapides, c'est d'automatiser. On va parler à la fois ce matin et cet après-midi d'automatisation parce que c'est un des leviers pour ne pas passer de temps sur les choses qui sont évidentes et qui doivent couler, qui doivent être routinières et vraiment se concentrer sur les exceptions. On a besoin de buffer, on a besoin d'amortir la variabilité et donc ça comprend du stock, du temps et de la capacité. Et bien trop souvent et bien trop longtemps, mais aussi peut-être parce que les solutions étaient encore limitées de ce point de vue-là, on a focalisé sur les stocks et sur les buffers de stock.
On verra et on insistera pendant les présentations d'aujourd'hui et les ateliers de demain sur le fait qu'une supply chain, c'est pas seulement constitué de stock, c'est du stock, ce sont des capacités, ce sont des délais. Et donc, si on veut adapter et concevoir une supply chain qui est adaptable au fur et à mesure de l'évolution de la demande, il faut jouer sur ces différents types de mécanismes et sur ces différents buffers. Et l'adaptation doit être au cœur de chaque processus de pilotage. La data, c'est super, mais à condition que ça alimente un processus de décision rapide, mais on a besoin, bien sûr, de processus fondés sur la data. Donc, l'agilité, la résilience sont plus que jamais les mots-clés pour la supply chain. Alors, attention, il va y avoir un petit peu de marketing dans les slides suivants. On va reprendre un peu d'historique de qui on est et d'où on vient. On avait de super logos vachement modernes. En 2011, lorsque l'entreprise a été créée. Donc, Demand Driven Technologies, c'est l'entreprise qui a développé les premières solutions DDMRP. Alors, DDMRP et DBR, on va en parler après. Ces solutions, en réalité, avaient été développées par un cabinet de conseil américain, le Constraint Management Group, et Demand Driven Technologies a repris ces solutions en 2011. Donc, 2011, en réalité, c'était le tout début de DDMRP, puisque c'est en 2011 qu'est sorti la troisième version du livre d'Orlicki sur MRP, dans lequel était pour la première fois formalisé et mis dans le domaine public la méthodologie DDMRP. Donc, et moi, quand j'ai démarré, quand je me suis intéressé à la méthodologie, que j'ai démarré en début 2014, il y avait sur le marché deux possibilités si vous vouliez faire du DDMRP. Il y avait Replenishment Plus et il y avait Excel, en gros. Okay. La situation a quand même bien changé depuis et c'est une très bonne chose. Alors aujourd'hui, Demand Driven Technologies, on continue, on est le leader mondial avec un certain nombre de grandes entreprises qui nous font confiance, mais aussi tout un réseau de PME qui nous font confiance. Et ce qui a changé aussi dans le paysage, c'est que les principes des DMRP ont été largement adoptés par l'industrie. Si vous allez aujourd'hui sur le site du Demand Driven Institute, alors j'ai pas recompté, mais il y a peut-être une quarantaine de solutions aujourd'hui qui sont disponibles pour mettre en œuvre des DMRP, les buffers de stock au moins, du modèle des DMRP. Donc, c'est super. C'est une reconnaissance et une légitimation quelque part de l'approche. Et clairement, à partir du moment où SAP a introduit et validé quelque part le concept de DDMRP qui avait été introduit par le Demand Driven Institute et par Demand Driven Technologies, ça a permis de faire évoluer le marché, de légitimer la méthodologie, etc. Donc c'est très bien. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui on a plein de concurrents. Ok, ça c'est de temps en temps c'est pas simple, hein, parce que voilà, il faut se battre pour sur des marchés, mais en même temps, c'est super parce qu'en fait, ça veut dire que la méthodologie maintenant, c'est plus quelque chose de bizarre, étrange, expérimental sur une autre planète. C'est quelque chose qui est largement adopté, qui évolue au fil du temps, et c'est ça aussi qui est très bien. Et alors sur la conférence US, il y a quelques participants qui disaient en fait aujourd'hui c'est plus risqué de pas essayer de le mettre en place que d'essayer de le mettre en place. Okay. Vous avez plus de risques à rester dans votre modèle conventionnel que d'adopter des DMRP. Il y avait du marketing là-dedans? Oui, ça s'est entendu. Okay. Alors, au niveau des solutions,
On est parti de deux solutions qui avaient été développées en 2007 à peu près, au milieu des années 2000, par le Constraint Management Group, qui s'appelait Replenishment Plus et DBR Plus. En 2011, Demand Driven Technologies a été créé. Au fil du temps, l'entreprise s'est structurée. On a mis des logos un peu plus modernes quand même. Ok. Et puis en 2022, on lance quelque chose de nouveau qui s'appelle Intuiflow. Est-ce que c'est purement du marketing ou est-ce qu'il y a du contenu? On se pose la question. Okay. Il y a du marketing, c'est sûr. Et par contre, il y a vraiment du contenu. Il y en a déjà dans les versions actuelles d'Intuiflow. Et puis, on est vraiment sur une trajectoire avec des introductions de nouvelles fonctionnalités dans les trimestres qui viennent et dont l'ambition est assez claire. C'est vraiment d'être la solution de référence pour pouvoir gérer un modèle d'entreprise adaptative piloté par la demande. On appelle ça DDAE, Demand Driven Adaptive Enterprise. Ce que je demanderais quand même aux différents participants, c'est de pas trop jargonner parce que tout le monde n'a pas été formaté aux formations du Demand Driven Institute en profondeur. Donc, on va parler un petit peu de DDAE, de DDOM, de choses comme ça, ou de DDSNOP, mais on va essayer de le rendre le plus compréhensible et accessible. Ok. Donc aujourd'hui, on introduit une solution qui, d'une part, intègre les fonctionnalités qui étaient auparavant dans Replenishment Plus, c'est-à-dire les buffers de stock, DDMRP à proprement parler, et puis les fonctionnalités qui étaient auparavant dans DBR Plus, qui est fondée sur les principes de la théorie des contraintes. Alors, si vous voulez tout savoir sur la théorie des contraintes, vous vous adressez à Christophe Lennartz, qui est au fond de la salle, qui est ancien, nouveau président de TOC-ICO, un truc comme ça. Ancien et futur. Ancien et futur. OK. Mais tu l'es pas là pour l'instant. Donc, si vous voulez tout savoir sur la théorie des contraintes, n'hésitez pas à vous adresser à lui. Mais DBR+, c'est un outil qui a mis en œuvre tous les principes de Drum Buffer Hub développés par l'école de pensée de la théorie des contraintes et Eli Goldratt. Et aujourd'hui, on fusionne tout ça dans Intuiflow en rajoutant aussi des briques additionnelles, de l'intelligence artificielle, en travaillant sur le SNOP. Et on va pas se mentir, il y a des choses qui sont prêtes, et puis il y a des choses qui sont aussi en cours de finalisation et qu'on va introduire progressivement dans les releases suivantes. Et vous allez en voir ça un peu plus près. Est-ce qu'on a le son qui va marcher, jeunes gens? Normalement, ça marche. Alors là, il y avait du marketing. Alors là, ça s'est pas vu, hein? Non, ça s'est pas vu. mais quand même, quel chemin parcouru par rapport au logo vintage qu'on a vu tout à l'heure. On est d'accord? Ok. Alors, quelles sont les ambitions et quel est le modèle? On a un modèle qui est vraiment destiné à piloter l'ensemble de la supply chain, end-to-end et aux différents horizons de temps sur lesquels on doit prendre des décisions. C'est-à-dire au niveau plan industriel et commercial, SNOP, c'est-à-dire sur des horizons tactiques et stratégiques. Alors, on va pas se mentir, pour l'instant, on n'est pas vraiment toujours sur des horizons stratégiques,
on va 18 mois dans le futur. Ce processus alimente un modèle opératoire qu'on appelle dans le jargon le DDoM, qui intègre des mécanismes de réaction à la demande réelle. Donc, quand on reçoit une demande réelle, on va générer des ordres d'achat, des ordres de fabrication, des ordres de distribution, et éventuellement, et en particulier sur la partie manufacturing, on va pouvoir réaliser un ordonnancement à capacité finie sur les contraintes en utilisant les principes de la théorie des contraintes, et on va utiliser une logique d'exécution. Donc ça, c'est le modèle d'ensemble du modèle de pilotage qui est supporté par la suite IntuiFlow. Ça veut dire que par rapport aux mécanismes, alors on ne voit pas très bien nécessairement dans la salle les graphiques ici, mais par rapport aux mécanismes que l'on peut connaître dans DDMRP, on utilise les buffers de stock. Et c'est tout. Dans IntuiFlow, on va alimenter un modèle complet. Ça veut dire qu'on va utiliser des buffers de stock, des buffers de temps, des buffers de capacité, des mécanismes de points de contrôle et de contraintes. Ça va être particulièrement important quand on est dans un environnement de production, de manufacturing, où c'est pas tout de se dire on doit réapprovisionner, encore faut-il qu'on ait la capacité que quand on lance un OF, il puisse traverser l'ensemble du flux rapidement, etc. Ouais. On viendra cet après-midi, on aura une session particulièrement dédiée à ces aspects-là, de charge-capacité, de comment est-ce qu'on aligne les flux de matière par rapport aux capacités de notre modèle. Alors peut-être on va, ouais, c'est ça, bouger l'incrustation, sinon on voit pas le texte. Alors, les caractéristiques que l'on essaye de suivre et les solutions qu'on propose, en gros, on essaye déjà de traiter un problème qui est la complexité. Et cette image-là, c'est une image qui est chère à notre PDG, à Eric Bush. Il dit, en fait, aujourd'hui, souvent, un ERP, ça ressemble à ce qu'était la cabine Apollo quand on allait sur la Lune. C'était beaucoup de switch et en réalité, les comment on dit, cosmonautes ou astronautes? Cosmonautes? En réalité, ils faisaient partie de l'ordinateur, c'est-à-dire qu'ils devaient suivre des séquences. Comme les puissances de calcul étaient faibles à l'époque, ils devaient, dans certaines phases, switcher, basculer des interrupteurs, suivre des séquences opératoires. Aujourd'hui, on est sur du SpaceX. Quand on compare les deux, SpaceX envoie dans l'espace des civils. OK? C'est tout automatisé et ils reviennent sains et saufs. Enfin, OK? Oui. OK. Donc, quand même, ça veut dire que on sait faire ça et en même temps, dans nos usines, on a des ruptures. C'est bizarre, non? Il y a quelque chose. Ou alors peut-être que nos usines, c'est pas totalement scientifique. Une supply chain, c'est probablement pas totalement scientifique. Et là, c'est peut-être un peu plus scientifique, encore que. J'imagine que quand on envoie des choses dans l'espace, il y a plein d'aléas qui peuvent intervenir. OK? Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut proposer des solutions qui permettent effectivement de simplifier les choses, d'automatiser et de sécuriser. Dans les caractéristiques d'IntuiFlow, et on verra ça en action, notamment plus particulièrement dans les ateliers demain, mais un petit peu aussi cet après-midi, on est sur du flux tiré end-to-end. Donc, ça veut dire que on gère les flux sur l'ensemble de l'entreprise, distribution, production, approvisionnement.
Avec des DMRP, on va générer les ordres, on génère l'ordonnancement et l'exécution, on a une visibilité sur l'ensemble des sites et on a de plus en plus d'entreprises qui utilisent nos solutions d'un bout à l'autre et sur une multitude de sites. Et on aligne les flux matières et la charge capacité. On descend aussi au niveau de l'atelier. Et ça, c'est un peu nouveau puisque c'était une caractéristique de DBR+, qui maintenant est complètement intégrée dans la plateforme Intuiflow, qui permet d'aligner l'exécution, l'ordonnancement et l'exécution dans l'atelier sur la logique de flux tiré des DMRP et qui permet aussi de digitaliser ce processus-là, de ne plus travailler avec des tableaux Kanban ou des Junka physiques, mais de mettre en œuvre un mode de pilotage digital pour les étapes de fabrication et l'organisation de l'atelier. On intègre dans Intuiflow aussi de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas le cas encore dans la version 1.4 qui est actuellement déployée. La version 2, qui est en cours de finalisation, intégrera déjà ce retour-là d'intelligence artificielle et je vous expliquerai demain quelle est l'approche que l'on a eue. En fait, on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire de la prédiction sur la demande. On utilise l'intelligence artificielle pour dimensionner les buffers de manière robuste. C'est essentiellement ça, simplifier la mise en œuvre du modèle et les dimensionner de manière robuste compte tenu de leur signal de demande. Et on verra ça demain. Toujours basé sur la demande, pardon. Toujours basé sur une demande passée. Toujours basé sur une demande passée, parce que c'est tout ce qu'on connaît. Ok. C'est bon, tu coupes? Parfait. Et donc, ça fait 2 ans qu'on a des équipes qui bossent sur ce sujet-là et on a tâtonné, cherché des approches parce qu'en fait, c'est pas évident de mettre en œuvre de l'intelligence artificielle pour que ce soit à la fois efficace et puis qu'on puisse faire confiance dans le résultat. Parce que quand même, un des éléments importants des DMRP et des approches demand-driven, c'est de comprendre le modèle. Et si vous avez une boîte noire qui fait des trucs bizarres et qui vous dit, tiens, c'est ça le résultat, vous avez confiance en vous? Moyen, ok. Donc, on a travaillé là-dessus. On n'est peut-être pas encore au bout du chemin, mais petit à petit, on va introduire ces notions-là. Et puis, on travaille sur le SNOP. Alors, on a aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont possibles. On n'est pas encore satisfait d'où on en est et on va en parler notamment demain, mais un petit peu cet après-midi. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses, mais il y a encore du travail et on compte sur des projets avec certains d'entre vous pour progresser de ce côté-là. Hop. Alors, notre ambition, et je crois que ça, on arrive presque au bout, non, des slides, là, c'est ça? Notre ambition, c'est continuer à innover dans la méthodologie et dans les outils. On était les précurseurs et notre ambition, c'est toujours d'être en avance sur les approches et les outils. On est aujourd'hui, je pense, parmi les rares, si ce n'est la seule solution à être approuvée à la fois DDSNOP, DDOM et DDMRP par le Demand Driven Institute. Et on essaye d'aller au-delà et d'introduire chaque trimestre des innovations méthodologiques et dans les solutions. Ce qu'on cherche aussi à faire, et c'est vraiment important, c'est que même si on rajoute des fonctionnalités, que pour les utilisateurs finaux, les choses soient intuitives, claires, que les écrans ne soient pas trop chargés, que voilà, qu'on ait une visibilité. Ça a été une force de nos solutions ou de Replenishment Plus au moins dès le départ, et il faut continuer, persévérer. Et je
peux vous assurer qu'au fur et à mesure des demandes des clients qui voudraient un peu de ceci, un peu de cela, est-ce qu'on pourrait mettre un switch, etc. C'est de temps en temps une bataille de garder le truc simple. Parce qu'en réalité, on a tendance à surcomplexifier et on pense que quand la supply chain est complexe, quand le monde est complexe, on a besoin de simplicité. Notre objectif, c'est de vous aider à vous adapter, à obtenir des résultats rapides et pérennes et apporter de la simplicité, de l'intuition dans un mode complexe. L'automatisation n'est pas vraiment en fonction de la nature des entreprises, de la maturité, etc. On rencontre des entreprises qui arrivent à atteindre un bon niveau d'automatisation, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui sont encore très réticentes sur le sujet. Et donc, je pense que ça fait partie des apports que l'on doit avoir de permettre un certain niveau d'automatisation et de faire en sorte que l'énergie de nos planificateurs soit vraiment concentrée sur la gestion d'exception. Alors, quelques nouveautés récentes qui ont été introduites par Intuiflow. Là, je m'adresse plus particulièrement à nos utilisateurs actuels. Donc, dans Intuiflow, vous pouvez gérer plusieurs sites de par le monde. Donc, si vous avez une instance dans laquelle vous avez 50 ou 100 usines, vous pouvez gérer les réglages de chacun des sites indépendamment avec un fuseau horaire différent, avec des réglages spécifiques sur tel ou tel paramétrage du site, etc. Je ne vous cache pas que ça a été un cauchemar d'un point de vue de développement, parce que ça a nécessité une modification importante dans la structure de l'application, mais ça permet aujourd'hui de répondre beaucoup mieux, notamment à des situations multisites. Désormais, on a le module ordonnancement et exécution, donc anciennement DBR+, qui est complètement intégré. Ça vient aussi enrichir le RCCP, ou charge capacité globale, calcul de charge capacité en support du SNOP. Jusqu'à présent, on disposait du RCCP, mais c'était assez sommaire. On ne pouvait pas, par exemple, moduler la capacité de certaines ressources au fil du temps, dans les périodes à venir, etc. Tout ça, aujourd'hui, on tire parti en fait des fonctionnalités du module d'ordonnancement et d'exécution, donc c'est totalement intégré. On a aussi intégré le multisource achat, la gestion de date d'expiration, d'articles fantômes, et puis j'ai peut-être oublié quelques petites choses, mais ce sont les principales modifications que l'on a pu apporter. Alors, le programme, on va commencer par le programme de demain. Demain, on bosse un atelier. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait le choix ou si vous allez faire le choix ou de comment c'est fait, l'organisation des ateliers. C'est pas organisé? C'est organisé. mais ça sera demain qu'on choisit. Et si quelqu'un veut aller dans un atelier où il y a plein de monde et l'autre, il n'y a personne, d'office, on dit tu vas là. C'est OK, ça marche. OK. Donc, on va avoir 4 ateliers d'1 heure chacun qui ne seront pas retransmis à distance parce qu'on a essayé de faire ça au départ et puis on s'est dit ça va être compliqué. Donc, on a préféré limiter aux participants sur site. On va avoir dans la tranche 9h, 10h, 2 ateliers en parallèle, un dédié aux approvisionnements, l'autre dédié à la planification de production et à l'ordonnancement. Du coup, vous allez vous répartir dans chacun des deux, c'est ça. On s'est dit, il y a probablement quelqu'un qui va faire des appros et l'autre qui va faire de la planif de prod, donc on va pas les... OK, donc ça c'est facile. Et ensuite, de 10h à 11h, on va avoir 2 ateliers en parallèle qui peut-être se chevauchent un peu à un certain moment. Un qui est vraiment lié à toute l'analyse de données, la business intelligence. Et quand je fais, par exemple, du DDSNOP, je regarde ma performance passée, j'essaye d'identifier quels sont les
buffer qui se comporte mal, ce que je dois améliorer dans mon réglage, etc. Donc, tout cet aspect de business intelligence et de data, d'analyse de data, avec une situation actuelle et puis des perspectives où on va continuer à développer ces éléments-là. Et puis un deuxième atelier qui sera davantage SNOP. Okay. Vous savez déjà où vous allez aller? À peu près? Ok. Et puis de 11h à 12h, alors chaque atelier, l'objectif, c'est on fera une intro. Donc l'un d'entre nous, par exemple sur le data, Isabelle va expliquer, tiens, voilà ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Cette intro, donc on va essayer de la limiter à une demi-heure au maxi, mais de manière à partager déjà les fonctionnalités, où est-ce qu'on en est. Et puis une demi-heure d'échange. Et vous êtes priés de nous challenger, il n'y a pas de problème. Enfin, on est là pour ça, on est là pour progresser tous ensemble. Okay. Ensuite, on ne sait pas trop comment, mais de 11h à midi, on mettra en commun les ateliers. Là, on ouvrira la connexion à distance, on va dire un quart d'heure chacun. Donc peut-être dans chaque atelier, il faudra que vous désigniez quelqu'un qui va dire qu'est-ce que vous avez fait, quoi. Et puis, ouais, un truc comme ça. Il y a des consultants dans la salle qui savent animer ce genre de choses. Allez, je vois qu'il y a déjà il y a des gens qui sont en train de candidater. Ok. Et ensuite, pour conclure, on aura une présentation de la roadmap produit, et puis on clôturera la conférence en revenant un petit peu sur vos attentes et sur comment ça s'est passé. 22, on avait prévu jusqu'à 30, c'est ça? Donc, il nous reste à voir le programme d'aujourd'hui. Et puis, s'il y a des questions, d'ores et déjà, soit en ligne, soit dans la salle. Donc, n'hésitez pas aussi à poser les questions via Slido au besoin. Donc, on vient de faire la conférence d'ouverture. Nous allons avoir Alain, qui va monter sur scène dans quelques minutes, dans 8 minutes précisément, pour nous expliquer diembouchage. Ensuite, on fera une interruption de 12h30 à 13h45. Donc, 13h35, on va commencer à battre le rappel, revenez en salle, tout ça, tout ça. Non, on a un quart d'heure de buffer, là. Ok, c'est bon. Donc, à 14h, Luca Cicciello nous rejoindra. Et pour témoigner de Hutchinson, puis on verra une petite vidéo aussi qu'ils ont réalisée en interne sur le sujet. Ensuite, on va aborder un sujet de charge-capacité. Comment est-ce qu'on pilote la charge-capacité dans un modèle demand-driven? Alors, pour l'industrie 4.0, ça, c'est pour que les gens s'inscrivent. Mais bon, ok. Ensuite, nous aurons Angelek, Hassan et Caroline qui interviendront là-dessus. Peugeot Saveur, et puis table ronde. Et puis ensuite, pour les gens qui sont sur site, on a proposé des activités pour ce soir, si vous le souhaitez. Donc, vous nous direz où ils se sont déjà exprimés ou pas. Ils se sont déjà exprimés. Donc, en fait, on ne peut plus changer de choix, c'est ça? Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur le déroulement de la conférence, sur les messages, etc.? Non, il n'y a pas de questions. Il y a eu trop de marketing jusque-là. Et là, maintenant, on va passer dans le concret, dans des vrais gens. Donc, Alain, je te propose de me rejoindre. On va t'équiper d'un micro.